Bien. Si vous voulez, on va commencer. C'est bon, il est 8h08. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est la dernière séance de cette formation médicale continue qui se déroule sous la forme d'un séminaire, cette année consacrée à la relation et au relationnel. Je voulais d'abord remercier tous les intervenants qui viennent régulièrement proposer un travail qui, cette année, m'a paru, chacun d'entre eux, très pertinent, très perspicace, propre à l'échange, très enrichissant, malgré les différents points de vue théorico-cliniques qu'on peut tous avoir, et ça répond véritablement à cette dimension de la relation, puisque la relation, c'est au fond aussi la question du lien et de l'échange. Alors ils font ça aussi bénévolement, il faut savoir que ça s'est fait bénévolement, que c'est une formation qui cherche justement à promouvoir comme ça le courant psychosomatique à travers cette dimension de l'unité, au sens où on ne peut pas dissocier le psychique du biologique ou le psychique du somatique, et que cette vision, je dirais, globale et unitaire est une vision au fond qu'on trouve très peu, ni dans la médecine, ni dans la psychanalyse. Je tiens aussi à remercier certains participants qui viennent fidèlement, régulièrement, qui bizarrement ne sont pas là ce soir. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même certains, mais habituellement, effectivement, il y a des fidèles qui sont là régulièrement. Alors, ce soir, je vais vous entretenir de la névrose traumatique à partir d'un cas que j'ai eu à suivre il n'y a pas très longtemps, que je continue à suivre. J'ai essayé d'anonymiser le patient le plus possible, évidemment pour ne pas qu'il puisse se reconnaître, et puis que, pour des raisons éthiques. Ceci dit, ça fait partie aussi, je dirais, du jeu à jouer. La personne n'est pas au courant, mais je pense que c'est utile, je dirais, pour nous, les praticiens, pour ceux aussi qui ont été plus ou moins victimes et qui se posent parfois des questions de savoir comment se sortir de ces traumatismes. Alors le traumatisme, je vais l'aborder d'abord en introduction, en développement, deux points de vue théoriques. Le point de vue classique de la psychanalyse, issu des travaux freudiens, et un autre point de vue qui, effectivement, ici nous importe beaucoup, celui de la psychosomatique relationnelle. Dans l'un, on a affaire finalement à une discipline qui conçoit l'inconscient comme énergétique, puisque pulsionnel, quantitatif, puisque énergétique, et défensif, puisqu'on se défend toujours de l'inconscient, ou qu'on trouve dans l'inconscient des défenses. Et ça, c'est la vision freudienne. L'autre orientation, c'est celle de la psychosomatique relationnelle, qui va concevoir, je dirais, la notion d'affect comme, je dirais, équivalent de rêve. Alors, le traumatisme, sa définition, très simple, le traumatisme, ça survient après un choc émotif généralisé lié à une situation où la vie est mise en danger. Dans le cas qui va illustrer notre propos, cette mise en danger est une menace de mort réelle. Il s'agit de l'attentat au camion qui est survenu lors de la fête du 14 juillet à Nice. Classiquement, la réaction au traumatisme, sur le plan psychique, est une forte crise anxieuse pouvant déboucher sur de nombreuses manifestations psychopathologiques qui peuvent aller de la stupeur à la confusion, et là il y a tout un inventaire sémiologique et nosographique. Mais c'est ultérieurement que l'évolution va attester du choc, et de deux manières. Soit le traumatisme agit comme un élément déclenchant et réveillant une structure psychonévrotique sous-jacente, soit le traumatisme prend une part importante dans l'expression symptomatique avec ressassement de l'événement, répétition et rumination obsédante et cauchemar répétitif. Ce sont des tentatives répétées à travers lesquelles
le cauchemar va tenter de décharger le trauma par l'intermédiaire de l'angoisse. Et c'est ce deuxième tableau que l'on nomme la névrose traumatique. Donc, quand on réveille une structure sous-jacente, effectivement, on réveille une névrose, je dirais, personnelle, soit le traumatisme devient à lui tout seul une névrose, et c'est ce qu'on nomme la névrose traumatique. Cette vision, d'ailleurs, qui concerne le traumatisme a fait école, et depuis, toutes les pratiques de débriefing s'inspirent plus ou moins de cette conceptualisation. Cependant, pour quelles raisons la notion de traumatisme devient relative d'un sujet à un autre? Entre en jeu dans cette option la notion de prédisposition, qui va nous ouvrir deux voies de réflexion à propos d'une situation dont le même fragment de vie traumatique aurait, tant dans la réaction immédiate au choc que dans les conséquences, une variabilité et une variation symptomatique. En effet, un événement minime peut parfois prendre une importance considérable et un événement majeur peut être banalisé et apparemment dépassé. La première voie de réflexion nous est fournie par la psychanalyse. La psychanalyse aborde cette notion de prédisposition et applique ici l'accomplissement d'un désir refoulé sous la forme d'un fantasme inconscient réalisé par l'intermédiaire de l'événement extérieur qui a créé le traumatisme. Selon la psychopathologie freudienne, il serait là le traumatisme, parce qu'il répète un traumatisme infantile, un traumatisme sexuel, issu de la névrose sexuelle, dont l'expression émotionnelle est liée à une représentation interdite. Autrement dit, je me prends le camion en pleine gueule et c'est un acte d'intrusion, de pénétration. Je peux y voir une symbolique sexuelle. C'est aussi simple que ça. Le moi, à ce moment-là, va désirer la répétition pour résoudre la tension pénible de nature défensive et inconsciente, mais la répétition elle-même va devenir pénible et ça va être une forme d'impasse sous la forme d'un cercle vicieux. Alors il devient à ce moment-là impossible de maîtriser le traumatisme par la répétition, car elle devient elle-même traumatique, et c'est véritablement une répétition de cauchemar, une répétition de rumination obsédante sans cesse, qui cherche chaque fois, au fond, à créer l'angoisse pour décharger, je vais le dire un peu plus précisément, pour décharger effectivement le trauma de sa charge, trauma qui renvoie à quelque chose de chaotique, de complètement éclaté. Dans ce point de vue théorique, celui de Freud, le facteur dominant serait donc l'organisation de la névrose infantile. Elle devient déterminante donc pour décider de la tolérance du sujet face à l'expérience traumatique. Alors Freud écrit dans Au-delà du principe du plaisir, le tableau symptomatique de la névrose traumatique se rapproche de celui de l'hystérie par sa richesse en symptômes moteurs similaires. Mais en règle générale, il le dépasse par ses signes très prononcés de souffrance subjective, et il fait allusion à la mélancolie ou à l'hypocondrie. Mais il rajoute, c'est par les marques surtout d'un affaiblissement et d'une perturbation bien plus généralisée des fonctions psychiques. Lorsque Freud parle de névrose traumatique, il fait allusion à ce dépassement et il insistera sur le caractère à la fois somatique, l'ébranlement de l'organisme provoquant un afflux d'excitation, et il va également insister sur l'aspect psychique du traumatisme, c'est ce qu'il nomme l'effroi. Il écrit « C'est dans cet effroi, état qui survient quand on tombe dans une situation dangereuse, sans y être préparé. » Et c'est là que Freud voit le facteur déterminant de la névrose traumatique. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je sais que le plafond va me tomber sur la tête, ne serait-ce que quelques secondes avant, c'est pas du tout pareil, j'ai la possibilité de créer de l'angoisse, c'est pas du tout pareil que si le plafond, sans que je le sache, me tombe sur la tête. C'est ça le traumatisme. Donc, effectivement,
cette fonction propre à l'angoisse est absente dans le traumatisme. En résumé, dans la situation traumatique, il ne peut y avoir ni la capacité de penser l'événement, c'est-à-dire l'effroi, ni la possibilité de décharger de façon adéquate sur le plan moteur. Donc, que ce soit se représenter ou que ce soit agir, rien n'est possible dans le trauma. Et on peut dire que c'est un peu idem dans la situation de stress, parce que la situation de stress, c'est cette idée qu'on ne peut ni modifier ni quitter la situation. C'est ce qui se passe avec l'expérience de la souris. C'est-à-dire on la met dans une situation où elle ne peut ni modifier ni quitter la situation. C'est pour ça que le DSM a transformé la névrose traumatique en état de stress post-traumatique. Ce qui veut dire que le stress, c'est toujours une situation d'impasse. Freud écrit que le psychique est débordé dans ses fonctions de liaison. Le psychique répétera de façon compulsive, notamment sous forme de cauchemar, la situation traumatisme afin de tenter de la lier, reproduire l'événement en ajoutant la production d'angoisse conçue comme une énergie de liaison et ainsi vider la charge traumatique qui est faite de représentations non liées. Donc, l'affect chez Freud, c'est une quantité d'excitation d'origine libidinale, c'est une quantité énergétique qui est investie, contre-investie des représentations. Pour conclure, chez Freud, la régression narcissique, qui est l'œuvre de la pulsion de mort, c'est-à-dire cette idée de revenir, mène à la compulsion de répétition et va se lier en partie, ou tenter de se lier en partie, à des notions qui sont dans l'économie de plaisir des plaisirs, toujours pareil, dans un système quantitatif, et entre autres, il ne va pas résoudre totalement la chose, mais il va trouver le moyen de lier l'expérience du déplaisir à un plaisir d'activité et de maîtrise, et par ce biais, il va réhabiliter le pouvoir de maîtrise et d'isolement, quitte à pratiquer l'autodestruction, signe d'une toute-puissance narcissique. Je repense au bouquin de Jamet, qui a écrit son dernier livre sur l'affect, et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au fond, on peut expliquer ces notions de scarification, d'automutilation, comme la possibilité, au fond, de décider soi-même de s'autodétruire, et c'est une manière, finalement, de reprendre en main cette puissance et d'avoir la maîtrise de la situation, comme si, au fond, cette capacité, je dirais, à s'autodétruire dépend de la volonté du sujet, et il reprend en main, je dirais, toute la possibilité de contrôler et de maîtriser la situation. Alors c'est vrai qu'effectivement, dans certains états mélancoliques, on peut voir ce qu'on appelle les syndromes de Cotard, c'est-à-dire des gens qui vont se mutiler, qui appartient à la mélancolie, qui vont se mutiler, qui vont s'enlever le syndrome de Cotard, c'est se couper un doigt, se couper le poignet, mais de façon avec un sang-froid incroyable. C'est-à-dire dans un état évidemment de délire qui anesthésie totalement la personne. C'est très rare, et je me souviens en avoir vu un, en tout cas, quand j'étais interne il y a très très longtemps à Toulouse, chez le professeur Louis-François Guéral, qui nous expliquait le syndrome de Cotard, avec une femme qui avait pris un couteau et qui s'était coupée comme ça. On va aborder la deuxième voie de réflexion, qui est la perspective psychosomatique, issue de la relation théorique du professeur Sami Ali, qui privilégie, lui, l'affect et l'imaginaire. Alors, on n'est plus du tout dans la pulsion, on n'est plus du tout dans l'énergétique, on n'est plus du tout dans le narcissisme, on n'est plus du tout dans la question des pulsions de vie, pulsions de mort. Et la prédisposition, ici, concerne le fonctionnement du sujet, au sens, je dirais, large du terme, c'est un fonctionnement. On en a beaucoup parlé ici, mais je vais quand même résumer parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Il consiste à penser que ce fonctionnement, il peut inclure une activité projective ou ne pas inclure une activité projective. Qu'est-ce que ça veut dire une activité projective? C'est-à-dire avoir un imaginaire. C'est-à-dire soit on a une relation avec l'imaginaire, soit on n'a pas de relation avec l'imaginaire. Si on a une relation avec l'imaginaire, ça donne un fonctionnement qui inclut l'imaginaire. Si on a une relation sans imaginaire, ou si l'imaginaire est bloqué ou où on le refoule, comme une fonction d'ailleurs, pas comme une représentation, alors à ce moment-là, on a un fonctionnement qui exclut cette fonction. C'est-à-dire, soit on se souvient de ses rêves et on établit une relation avec le rêve,
le rêve, c'est la projection, mais on peut en dire la même chose des équivalents du rêve, comme l'affect ou l'émotion, qui est aussi une activité projective. Donc, en général, ceux qui se souviennent pas de leurs rêves, souvent ont du mal à exprimer leurs émotions et ont du mal à les verbaliser. Alors, il faut considérer effectivement ce fonctionnement très simplement entre un fonctionnement qui est en relation avec l'imaginaire ou un fonctionnement qui n'est pas en relation avec l'imaginaire. Alors, préalablement, il est important de repartir de Freud, puisque Freud nous dit « c'est dans cet effroi, état qui survient quand on tombe dans une situation dangereuse sans y être préparé. » Donc, l'angoisse est absente et sa représentation aussi. Le rôle protecteur de l'affect d'angoisse que nous indique Freud nous entraîne à considérer donc l'angoisse comme protectrice. Et si l'on admet, comme dans la théorie relationnelle, effectivement que l'affect c'est une projection, on peut admettre qu'elle est indissociable d'une représentation, et donc on peut comprendre alors que, effectivement, si nous avons le temps d'imaginer la scène, on serait donc plus apte à réagir. Donc c'est une activité projective, présente ou absente, chez le sujet déjà dans son fonctionnement, et puis évidemment pas du tout au moment du traumatisme, parce que chacun, c'est-à-dire confronté à ce traumatisme, n'est incapable ni de penser, ni de réaliser, ni de savoir ce qui se passe en quelque sorte. Freud nous dit dans l'interprétation des rêves, la répétition de la panique seule ne peut remplir la fonction économique de décharge. Bien au contraire, elle ne fait que recréer un nouveau traumatisme, la fameuse répétition auquel on faisait allusion. Donc, de toute évidence, pour que le rêve de la névrose traumatique accomplisse sa tâche, la participation de la représentation ou de l'image s'impose. Il existerait donc une dynamique du moi actif dans le syndrome de répétition, c'est celle de reprendre l'image, c'est celle de reprendre le lien avec la représentation, c'est ce qu'on nomme la perception hallucinatoire. Alors, on sait depuis les études qui ont été faites sur le bébé, et puis surtout les gens qui sont intéressés aux relations précoces et aux interactions mère-enfant ou enfant-adulte, que le lien avec l'image ou la représentation participe au tout début de la vie et de la cohérence psychique. L'hallucination est nécessaire pour l'élaboration du chaos pulsionnel dès la naissance, on est d'accord, c'est-à-dire que le besoin biologique nécessite l'étayage hallucinatoire. Alors, je vous renvoie effectivement à l'hallucination du sein absent présent dans l'expérience du nourrisson qui, effectivement, à défaut d'avoir le sein, va peut-être se mettre à pleurer, mais si on arrive quelque temps après, on va s'apercevoir qu'il ne pleure plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il tète son pouce. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il, grâce au pouce, c'est-à-dire grâce à la transformation de son corps déjà en corps imaginaire, il est capable effectivement d'halluciner le sein alors que le sein est absent. Donc il va trouver une réponse en termes d'étayage à cette cruelle absence et il va rendre présent l'absent. C'est ça, effectivement, l'hallucination, et c'est aussi ça, en fait, cette notion d'étayage qui prédispose à la création d'un imaginaire personnel. Les anciens psychosomaticiens disaient, voilà, les enfants font des maladies des ulcères parce que les mères les bercent ou les endorment et en fait les stimulent à défaut de pouvoir, à ce que le bébé trouve par lui-même la capacité de rêver le sein et de le rendre présent alors qu'il est absent. Ça, ce sont des études qui ont été tout à fait approfondies, puisqu'on a fait des électroencéphalographies, etc. Et on s'est aperçu, effectivement, qu'il s'agissait là d'une hallucination. Je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à la dimension freudienne, où il s'agit peut-être de la question de réinvestir la trace mnésique, en tant qu'il va mettre en avant plutôt la mémoire. Mais en réalité, c'est une hallucination, c'est-à-dire c'est au fond une illusion, et c'est une manière de se faire croire, effectivement, que l'objet est là alors qu'il n'est pas là. Et c'est cette capacité imaginaire que certains ont, que d'autres n'ont pas. Et tout va se jouer précisément dans ces relations précoces. Cette expérience de satisfaction auto-érotique sur le mode hallucinatoire tient un rôle ponctuel dans la théorie freudienne. Effectivement, il en a parlé de ça, Freud. Mais il en a parlé
à propos de la complaisance somatique chez l'hystérique. C'est-à-dire, au fond, c'est pas à partir d'une vraie trace réelle, mais il en parle aussi avec l'idée, effectivement, d'érotiser l'oralité, l'analité, etc. Tout ça, ça procède d'étayage, c'est-à-dire de capacité à transformer et à pouvoir répondre, je dirais, aux désirs plus qu'aux besoins en créant des images qui permettent effectivement de pouvoir supporter l'absence ou la séparation. Mais Sami Ali va lui donner un rôle fondamental dans la genèse de la fonction du réel et de l'imaginaire. C'est-à-dire autant cette chose que Freud développe en tant qu'étayage à propos pour nous expliquer la complaisance somatique, c'est-à-dire savoir que dans l'hystérie, il y a toujours un trauma réel et que la personne va réinvestir ce trauma en inventant une maladie pour avoir des bénéfices, mais elle va partir effectivement d'une réalité, et c'est cette espèce d'étayage qu'il appelle complaisance somatique. La relation à l'autre passe par la projection, c'est une relation fondamentale qui transforme l'autre en objet imaginaire présent dans son absence. Pour cela, il est nécessaire de revenir à nouveau sur le concept de projection imaginaire que l'on définit comme l'objectivation de soi en dehors de soi. Un petit peu comme l'idée du rêve, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est le rêve? C'est projeter une subjectivité profonde et interne et tenter effectivement de l'objectiver à travers des images, des symboles. Ça veut dire qu'effectivement, on est là dans un rôle de création, c'est un rôle créateur que le psychisme possède et qui est donné d'ailleurs par la nature, puisque le fœtus rêve déjà, et puis dès la naissance, on commence avec le rêve d'abord. Alors, effectivement, projeter, effectivement, s'objectiver, c'est s'objectiver tout entier. C'est objectiver aussi son corps, c'est objectiver donc le corps, c'est un espace, mais le corps, c'est un temps, c'est un rythme, donc c'est objectiver également, je dirais, le corps à travers un espace, à travers un temps, et l'on va projeter des images qui sont des images du corps, ce sont des images exactement fonction du corps. À partir de là, c'est la projection affective qui convertit la réalité extérieure en une image de soi. C'est sous la poussée de l'affect que le même fragment de vie peut être métamorphosé. Ainsi, on peut considérer que l'affect double toute représentation. Et en effet, si je suis triste, le monde est triste. Si je suis gai, le monde est gai. C'est une projection de son état. C'est ça l'affect. La réaction affective ne dépend pas de la simple situation, elle dépend du sens qu'on lui donne à travers une représentation. Ainsi, dans la situation de danger de mort, le tandem puissance-impuissance ne peut apparaître comme seule et unique possibilité de résolution, car au sein du danger, non seulement on ne peut pas fuir ni combattre, mais la pensée devient véritablement une étrangeté totale. C'est ce qu'on nomme l'état de dépersonnalisation, et c'est ce qu'on appelle les angoisses d'anéantissement face à l'imminence de mourir. Alors, le trauma, dans cette vision, dans cette option de psychosomatique relationnelle, provient de cette absence de représentation affective, de cette absence d'activité projective, car neutralisée. Le cauchemar de la névrose traumatique, ça va être la forme que prend l'impasse à travers l'activité onirique. Il est impossible de rêver sans que cela finisse en situation sans issue, en impasse. C'est ça la définition du cauchemar. Le cauchemar, c'est une situation traumatique qui crée une situation d'impasse. Alors, on a proposé préalablement la notion de prédisposition. Elle concerne ici le fonctionnement du sujet, le fonctionnement qui inclut ou exclut la fonction de l'imaginaire. Alors, l'observation qui va suivre va nous montrer comment l'impasse créée par le traumatisme va faire écho à un fonctionnement de base pris dans l'impasse de l'allergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impasse créée par le traumatisme de mort soulève une impasse constitutive de la personne. Dans ce cas-là, c'est une personne allergique et
que la problématique va être autour d'être et de ne pas être face à la séparation, face à la perte de l'autre. Alors, cela nécessite une brève explicitation de la problématique allergique du point de vue de la psychosomatique samyalienne, mais de la majorité des psychosomaticiens d'ailleurs, pour laquelle la question du double, c'est-à-dire du rapport à l'autre dès l'origine, va se heurter à cette difficulté d'établir des processus de différenciation et donc va mettre à mal les processus d'individuation et les processus d'auto-reconnaissance. Car en effet, tant sur le plan immunologique que le rationnel, le soi et le non-soi est pris dans la confusion et l'indistinction. Problématique dont le retentissement sur l'identité et la reconnaissance de soi nécessitera une intense et constante activité projective sous-tendue par des phénomènes d'idéalisation et d'identification réciproque pour maintenir constamment la relation au semblable, afin d'éviter effectivement de se retrouver face à l'absence ou à la différence entre soi et l'autre. Alors, je reviens sur la question de l'allergie. Les personnalités allergiques, on parle des allergies chroniques, c'est-à-dire ceux qui ont un rapport au monde allergique, c'est-à-dire qui font des allergies constamment et presque toute leur vie, avec des périodes de rémission. Mais on peut considérer effectivement que, comme je le disais au début, psychique et somatique, il n'y a pas de dissociation possible. C'est une unité et ça concerne les deux plans en même temps. C'est un peu comme les deux profils d'un même visage. Ce qui est psychique va devenir somatique, ce qui est somatique va devenir psychique. Alors dans l'allergie, c'est très parlant parce qu'on peut faire une crise d'asthme parce qu'effectivement on respire du pollen, mais on peut faire une crise d'asthme parce qu'on peut entrer en conflit avec son père ou sa mère, en tout cas avec quelqu'un, je dirais, pour lequel on a, je dirais, un investissement et un lien plus ou moins affectif. Ce qui veut dire effectivement que dans l'allergie, vous avez deux formes de relations qui peuvent créer l'allergie. La relation biologique, mais la relation intersubjective, c'est pas tant les termes qui sont en relation, qui sont en cause, c'est le phénomène de relation. C'est-à-dire c'est ce qui existe entre les termes. Et c'est ça qui est, je dirais, commun, je dirais, à ces deux possibilités, qu'elles concernent le biologique ou qu'elles concernent le relationnel intersubjectif. Donc ça veut dire effectivement que sur l'allergie, quand vous avez une espèce d'allergène qui va effectivement pénétrer le corps, il va y avoir une réaction défensive, une sorte d'armada totalement démesurée pour effectivement s'attaquer à quoi? À quelque chose qui relève de la matière inerte, c'est-à-dire pour lequel le système immunitaire n'est pas concerné en principe, puisque le système immunitaire est concerné que par des agents vivants, infectieux, comme bactéries, virus, cellules anormales, parasites, tout ce que vous voulez. Mais il n'a aucune raison, effectivement, de développer des anticorps face à de la matière inerte pour laquelle l'organisme ne craint aucun danger. Mais c'est comme si, au fond, il était pris dans une sorte de confusion où il ne savait pas qui est son ennemi, qui son ami. Autrement dit, s'il ne sait pas qui est son ami ou son ennemi, au fond, c'est comme si il y a quelqu'un de votre famille qui vous dit qui c'est que vous ne savez pas qui c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Donc la question, effectivement, comme le disent les immunologues, que pose l'allergique, c'est qu'effectivement, le soi immunitaire, il n'est pas posé, il n'est pas clair. Et au fond, ce sont des gens qui réagissent, qui sont hypersensibles et qui réagissent à toute chose en confondant, effectivement, ce qui est familier, ce qui est étranger. Alors, on s'est rendu compte, effectivement, sur des travaux de recherche qu'on a déjà développés ici, d'ailleurs, plusieurs fois, au fond, il se passe le même phénomène, je dirais, dans la relation psychologique avec l'autre, c'est-à-dire si l'allergique est capable de rendre l'autre familier, c'est-à-dire comme une image de soi, et d'avoir affaire à un autre comme un miroir, tout baigne, c'est Dupont et Pondu, c'est-à-dire deux font un, et cette indistinction, elle est totale, il n'y a pas de possibilité de réaction, on est dans le rapport à l'autre, dans un rapport au double, et le double est absolument indispensable. Ceci dit, il en va effectivement d'une... C'est pas que c'est quelque chose qui est carencé, bien au contraire, il en va d'une activité projective qui rend l'autre semblable à soi-même, à travers des mécanismes d'idéalisation de l'autre, et surtout des points d'identification réciproque. Donc ça veut dire que l'allergique, il cherche toujours à rendre l'autre le même que lui, ou à être lui le même que l'autre. Donc ça veut dire que toute personnalité allergique
pose un problème en termes d'identité personnelle, que ce soit sur le plan immunitaire ou que ce soit sur le plan personnel et individuel. Donc, la chose la plus terrible pour un allergique, c'est d'avoir affaire à la séparation, c'est-à-dire à l'absence, ou alors à devoir rencontrer quelqu'un qui s'impose comme étranger et qui ne se laisse pas du tout familiariser par la projection ou l'idéalisation. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, au fond, avoir affaire à un étranger, c'est devenir soi-même l'étranger, puisque ça fonctionne en miroir, mais c'est surtout ne pas se reconnaître, puisque l'autre... Alors vous verrez que la patiente, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle a cette dimension allergique et qu'il y a là une impasse fondamentale, constitutive, qui vient effectivement de son histoire. Parce qu'on n'est pas non plus, je pense, allergique comme ça par hasard, même si on peut incriminer la génétique, et vous allez voir que là, il y a aussi pas qu'elle qui est allergique, puis ses enfants, etc. etc. Mais la génétique, elle est aussi relationnelle, c'est ce que nous a bien démontré Kuhlmann cette année. Alors, ce préalable sur l'allergie, je ne sais pas si vous l'avez bien capté, mais c'est très important parce que c'est comme ça que vous allez suivre la problématique, et cette problématique, vous allez la suivre par rapport effectivement à cette impasse qui passe inaperçue tant qu'effectivement il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'étranger, etc. Tout ça, ça peut passer totalement inaperçu. Mais le jour où la personne elle est confrontée à ça, soit elle fait une crise d'allergie, soit elle fait une crise d'angoisse. Ça veut dire que c'est impossible, je dirais quelque part, à métaboliser. Alors, Madame D vient me consulter après avoir essayé les consultations psy mises en place par le département pour les victimes de l'attentat de Nice. Déçue par le peu de consultations proposées, elle interrompt et se retrouve avec un antidépresseur, mais surtout avec des cauchemars à répétition, un par soir. Et une totale absence de rêve, bien entendu, ce ne sont que des cauchemars. Et ces cauchemars sont associés à des pensées et à des phobies obsédantes du camion, de la promenade des Anglais, qui limitent ses déplacements et réduit alors véritablement, je dirais, son périmètre de vie. Il ne peut plus sortir, dès qu'elle approche de la promenade, ça devient impossible, etc., etc. Alors, Madame D est une femme au corps et à l'esprit bien plantée, sportive avérée. Son esprit est pragmatique, carré, conforme aux exigences et aux principes établis par le système ambiant. C'est-à-dire une personne, effectivement, très adaptée dans la norme, avec, je dirais, la possibilité comme ça d'investir surtout un fonctionnement très rationnel, très logique, très peu d'imaginaire, pas d'imaginaire d'ailleurs. Fiscaliste de métier, elle est une vraie professionnelle engagée dans l'esprit d'équipe de l'étude dans laquelle elle travaille depuis 25 ans. Elle ne compte plus les heures supplémentaires, et cela sans trop se plaindre, car à la fois concernée par l'esprit du tous égale 1, elle le dit elle-même, nous sommes les 5 doigts d'une main, c'est-à-dire tout le monde est semblable là-dedans, donc on est tous les mêmes, on s'entraide, c'est comme si c'était moi, si c'était elle, etc. Donc on reconnaît la particularité de l'allergique qui investit le semblable et qui ne peut effectivement que concevoir le lien comme ça inconsciemment avec le semblable. Et en même temps, elle est intéressée par le bénéfice qu'elle en tire, parce que travailler beaucoup, être accaparé par le travail, ça lui permet de moins en moins en proie à ses pensées traumatiques du passé comme du présent, puisqu'elle a toujours travaillé autant. Je dis du passé comme du présent, parce que cette hyperactivité, elle a toujours été, elle n'est pas que depuis, effectivement, le traumatisme. La phrase que l'on retiendra au cours du premier entretien, c'est celle-ci: « Je viens pour pouvoir mettre des mots sur des choses que je ne peux pas dire. » Alors, pour cerner au plus près les données théoriques dont je vous ai parlé, et on va envisager d'ailleurs les deux, c'est-à-dire à la fois la question de l'énergétique, la question du pulsionnel, du refoulement, et peut-être voir la question de l'affect, la question de l'imaginaire, aussi pareillement. Alors, pour cerner effectivement, je dirais, ces données théoriques, je vais vous proposer d'emblée, comme introduction, 3 tableaux à propos du vécu de la situation traumatique et de ses répétitions. Alors, le premier, ça va être la scène réelle du récit de Madame D à propos de l'attentat, c'est-à-dire ce qui s'est passé vraiment. Le deuxième, ça va être la scène du cauchemar, c'est-à-dire ce qu'elle en fait dans le cauchemar, et ces cauchemars qui se répètent, identiques à eux-mêmes pendant un certain nombre de mois.
et enfin les scènes par séquence qui sont issues du cauchemar initial. Lors de cette restitution, c'est important de préciser que les affects de Madame D sont très contrôlés et on affleure à peine, je dirais, l'expression de Madame D. C'est un récit neutre. Et d'ailleurs, à la fin de chaque récit, on voit que ses yeux, qui commencent à peine à être humides, sont vite réprimés, et elle va contrôler ses émotions tout le temps, c'est-à-dire elle ne va jamais pleurer, elle va raconter ses horreurs, mais tout en étant, je dirais, voilà, dans une espèce de récit qu'elle raconte, et qu'elle raconte de façon, je dirais, organisée, méthodique, etc. Alors la scène réelle, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Comment ça s'est passé? Elle commence par « J'ai vu quelque chose venir que j'ignorais. Au départ, j'ai cru que c'était l'estrade musicale qui nous tombait dessus. Quelqu'un a crié. Je me suis retourné vers le cri en arrière et au même moment, une masse grise m'a projeté par terre. J'ai cru que c'était l'estrade. J'ai perdu quelques instants connaissance. Au moment où je me suis réveillé, j'ai vu un petit garçon tout seul, debout, ensanglanté. Je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il a. C'est lui que j'ai vu en premier. Puis les autres corps, et je crie, j'appelle ma fille immédiatement. Elle me répond, c'est d'abord la peur de perdre ma fille. Je me lève, je vois que je marche, je me penche sur ma fille, je vois qu'elle a du sang. En fait, il s'avérait que c'était le mien. C'est elle qui me le dit. À ce moment, je reste sur elle, car je vois le camion et la police. J'appelle mon mari. Ma fille me dit non, c'est inutile. Je le fais quand même. Mais comme je ne savais pas ce qu'il se passait, je n'avais pas compris que c'était un attentat. Ce que je m'efforçais de faire, c'était surtout que ma fille ne voit le moins de choses possible. Ça, c'est l'instantané de ce qu'elle a vécu. Alors, en fait, on imagine la scène. Il y a la foule, le bruit, le monde, une estrade musicale pas loin, le camion arrive, elle entend un cri, elle a juste à peine le temps de se tourner, et donc elle se tourne comme ça sur son côté gauche, et pam, le camion, finalement la cogne, mais elle est quand même, je dirais, de profil, et c'est la partie extérieure du camion qui la touche, donc elle va être projetée par terre, elle n'aura pas grand-chose, elle va avoir des problèmes d'échymose, de fractures, de déchirures de peau. Enfin, c'est pas très important en fait. Elle ne sera pas ni invalide, ni handicapée, ni rien du tout. Sa fille est un peu plus loin, oui. 17 ans, je vais le dire bientôt. La fille a 17 ans, la fille, pareil, on ne sait pas. La fille apparemment n'a pas été touchée, elle était à distance, et effectivement la fille, par le souffle, a été aussi projetée à terre. Alors maintenant, le cauchemar. C'est-à-dire, ça, c'est la scène réelle. Le cauchemar qui se répète sans cesse. Je me réveille de la perte de connaissance. Je ne me vois pas me faire renverser. Je vois ce petit garçon. Je regarde, je ne comprends pas, et en voyant le petit garçon, en voyant les gens par terre, et là je réalise que je n'ai pas ma fille devant moi. Et là je hurle. C'est mon cri qui me réveille. Mon mari me dit que je hurle vraiment. Donc, le cauchemar, il est surtout orienté sur l'absence de la fille. C'est-à-dire que c'est d'abord ça, au fond, qui envahit le cauchemar. Et d'ailleurs, le cauchemar ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire, la fille disparaît, elle hurle, où est ma fille? Hop, et c'est ça qui est insupportable. Répétition de ce cauchemar en séquence. Chaque nuit, je fais 3 sortes de cauchemars douloureux. Celui de l'enfant blessé, celui du camion où je me dis qu'il a bu, qu'est-ce qu'il fait là, et surtout, celui de ma fille que je ne vois pas. C'est ce rêve qui me fait hurler. C'est celui que je fais le plus souvent. J'ai fait un rêve d'ailleurs que j'ai fabriqué à cause de celui-ci. Ma fille vient vers moi et me dit dans l'oreille d'une voix très douce, « Maman, ne t'inquiète pas, tout va très bien », comme si elle partait au ciel. Assez rapidement, après avoir verbalisé pendant plusieurs séances ces cauchemars et leurs répétitions, ceux-ci vont commencer à se transformer dans leur fréquence et dans leur intensité.
En effet, il n'y a plus de réveils terrifiants, les cauchemars sont moins nombreux, mais ont lieu surtout sans provoquer le réveil. Une corrélation m'a paru importante à un moment donné de la thérapie, qui était importante de repérer, c'est que, et la patiente elle-même l'a aussi repéré, mais elle l'a imputé à la coïncidence, en quelque sorte son cauchemar va se dérouler autre part, c'est-à-dire pas dans la conscience onirique, mais dans la conscience diurne. Car dans la même période, sa fille âgée de 17 ans, qui n'a aucune conséquence physique de l'attentat, mais qui contient tant bien que mal le traumatisme, présente assez tardivement, et particulièrement ces dernières semaines, là où justement les cauchemars ont cessé, des lipothymies à répétition, c'est-à-dire des évanouissements qui ne cessent d'inquiéter Madame D. Alors elle dira, elle me fait des crises, elle m'en fait souvent ces derniers jours. Avant, elle me faisait des crises d'asthme, mais là, ces crises d'évanouissement, ça a pris le dessus sur moi, en fait. Et moi, dès qu'il arrive quelque chose à ma fille, j'ai tendance à paniquer. Comme très jeune, elle s'amusait à se couper la respiration pour tomber dans les pommes, donc là-dessus, je panique. Mais alors, vous ne pouvez pas savoir comment je panique. On aborde la question de ce rapport avec sa fille, et le rapport fusionnel avec sa fille sera quasi accepté, reconnaissant par là un lien inexplicable, différent de celui qu'elle a avec son fils aîné. Elle forme, dit-elle, un double parfait, et elle reconnaîtra que la protection maternelle est réciproque avec sa fille, avant comme après le traumatisme. C'est-à-dire la fille peut être la mère peut être la fille, et ça marche comme ça, en miroir. Âgée de 53 ans, Madame D est née à l'étranger, d'un père commerçant, né à l'étranger lui-même, et d'une mère professeure de sport. Elle a un jeune frère de 2 ans, son cadet, atteint de pathologie auto-immune. À l'âge de 5 ans, ses parents divorcent. C'est en plein conflit oedipien que ce divorce va résonner. Elle dira, entre autres, à l'aide d'un lapsus, toute sa confusion identificatoire. Elle dira, c'est ma mère qui avait trompé mon mari, pour dire que, effectivement, la mère avait trompé le mari. Elle dira, elle avait trompé mon mari. C'est pour vous montrer, effectivement, cette idée que chacun peut être à la même place. C'est pas une question de d'Oedipe, c'est une question, effectivement, de confondre. C'est-à-dire le père et la mère, ça revient au même puisque tout est semblable. En effet, et elle-même aussi. En effet, sa mère s'est remariée avec l'homme adultérin qu'elle a connu à l'époque parce que son père ne s'occupait pas assez d'elle, selon elle. Elle dit « mon père était trop catégorique ». Elle a donc tour à tour vécu avec sa mère et son père et a vécu des conflits de rivalité oedipienne qu'elle raconte avec les conjoints réciproques. Mais c'est surtout avec le rejet de son beau-père que cette hostilité va culminer et qui nécessitera une prise en charge psychologique à l'âge de 12 ans assez brève, dont elle dira « Je ne supportais pas cet interrogatoire qu'était la psychothérapie ». Ce divorce va conforter son idée de ne jamais se marier, et cela convient pour les mêmes raisons à son partenaire, avec lequel elle vit depuis 32 ans, et avec qui elle aura 2 enfants, tous 2 souffrant d'asthme et d'eczéma chronique. Elle-même a pu avoir des poussées d'eczéma qui ont duré pendant plusieurs années consécutives. On voit par cette brève biographie, d'ailleurs fidèle à son économie de parole, parce que pour elle, c'est dominé par le tout allait bien auparavant, c'est la norme, comme je vous ai dit, une femme très conforme, donc tout va bien, que Madame D a été confrontée à de multiples séparations extrêmement banalisées dans sa vie, et au cours des entretiens, malgré les nombreux conflits qui jalonnent son enfance et qu'elle soulève. Mais comme elle le dit elle-même, au sortir de ces situations, elle a toujours fait face en étant très adaptée. Alors, c'est dans le cadre de l'onirothérapie, je reviendrai à la fin si vous voulez, l'onirothérapie c'est une pratique qui va donner une place privilégiée au rêve, et c'est à travers le rêve que la psychothérapie va s'effectuer. Que nous pouvons constater, c'est à travers cette onirothérapie, que nous pouvons constater les modifications effectuées dans les cauchemars afin de saisir à la fois une des problématiques de l'allergie concernant l'identité de soi et l'impasse que ça engendre, et d'autre part, de constater également comment le travail du rêve s'effectue sur les 2 plans simultanément, c'est-à-dire sur celui de l'impasse traumatique, c'est-à-dire lié à la névrose traumatique, et celui de l'impasse personnelle. Et donc ça, c'est un peu différent de la psychopathologie psychanalytique, où on est toujours dans le passé et le présent. Ici, ça n'a rien à voir avec l'histoire du passé et du présent, ça a à voir avec un fonctionnement qui se modifie.
mais un fonctionnement qui existe depuis toujours, en fait. Alors, première modification du cauchemar, qui va d'abord fortement étonner Madame D. J'étais avec ma fille, il y avait comme un rond-point, avec légèrement surélevé dessus une cabine téléphonique qui explose devant nous, une détonation avec des flammes qui a mis la cabine en 1000 morceaux, de laquelle sortaient des câbles, des fils de partout. Un policier me dit « c'est un attentat ». Et de là je m'effondre, ma fille me réveille, et de là on est évacué. Ce rêve ne la réveille pas. Mais ce rêve, si vous voulez, c'est important parce que, au fond, quand je disais le rêve, c'est l'objectivation de soi en dehors de soi, on voit bien un peu cette image d'elle-même qu'elle peut projeter comme ça, à travers cette notion de cabine téléphonique. Enfin, moi, je l'interprétais comme ça. Et effectivement, c'est une femme, je dirais, très, très méthodique, très organisée. Voilà, c'est fait de fils et de câbles. Il y a une espèce de rationalité, une dimension, je dirais, d'utiliser une sorte de logique qui est absolument infaillible. Et tout est organisé. Il ne faut pas oublier que c'est une femme qui fait énormément de sport, qui a une vie absolument cadencée, très programmée, avec ceci, là, ceci, etc. Donc tout ça, cette mécanique magnifique, elle explose. Par la suite, les cauchemars vont de nouveau se raréfier. Par contre, justement, effectivement, pour, je dirais, contrôler le refoulement, c'est tout un fonctionnement caractériel qui va se renforcer, qui permet de refouler l'affect et le rêve, et qui va, en contrepartie, développer toutes les pensées obsédantes, les inquiétudes inconsidérées qui vont être constantes avec les ruminations. La mort, dit-elle, j'en ai pas peur. J'ai eu de la chance de m'en sortir, j'en suis consciente. C'est surtout la peur d'avoir perdu ma fille dans ces cauchemars qui me terrorisent. C'est pour ça que je me dis, par rapport à d'autres, je suis en vie, ma fille est en vie. C'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi je reviens à ça toujours. Madame D insistera beaucoup sur le fait que les pensées obsédantes la ramènent toujours au passé de l'attentat, comme si ce passé était toujours présent. Elle ne peut se rendre sur la promenade des Anglais car elle risquerait de retomber sur les corps gisants qui seraient toujours là. On reconnaît là l'effroi coupé de toute référence projective spatio-temporelle. Ces images sont associées au temps qui s'arrête, c'est-à-dire la mort. Elle ramène et fixe Madame D face à la menace au moindre prétexte, c'est-à-dire la moindre allusion, effectivement, la ramène à ça. Alors, sans m'attarder sur l'impact que ces cauchemars ont sur le sommeil et sur la désorganisation du rythme corporel, parce que pour les psychosomaticiens, c'est très important, ce rythme, la question de la temporalité, comme la question spatiale, mais on peut comprendre effectivement que on peut identifier les choses à partir du moment où on les place dans un temps et un espace, et que si on est perdu dans cet espace et un temps, on aura encore plus de mal à identifier les choses, y compris soi-même. Alors, la pathologie traumatique va aggraver une pathologie de la temporalité, et qui va se solder d'ailleurs par des troubles du rythme cardiaque passager. De temps en temps, elle fera des arythmies. Et ici, une boucle va s'établir entre un comportement adaptatif qui est nécessaire à la neutralisation des affects, c'est-à-dire ce renforcement caractériel, et un temps professionnel qui est massivement investi pour éviter d'être confronté. Donc, plus je travaille, moins je pense, et effectivement, ça va modifier toute la temporalité jusqu'à créer des insomnies, etc., etc. Et même des problèmes d'arythmie, etc. Madame D, d'ailleurs, parle très souvent de son travail et de ses débordements horaires au point d'envahir toutes les séances. C'est-à-dire qu'elle peut passer du temps à parler que de son travail, de comment elle est organisée, de pourquoi elle est débordée, mais qu'est-ce qu'elle a à rattraper, à quelle heure elle est restée, et demain à quelle heure elle va rester, cette amie qui est absente, comment elle va la remplacer. Enfin, ça devient véritablement, je dirais, un investissement qui va lui permettre effectivement d'avoir comme ça, je dirais, une hyperactivité qui lui permet effectivement d'être toujours occupée, donc de jamais être confrontée à elle-même et donc à ses angoisses, forcément. Deuxième modification du cauchemar. La perte de la fille va apparaître dans cette deuxième modification et va montrer les limites d'un processus de séparation en proie à l'impasse face à la perte de l'autre qui engage la perte de soi.
puisqu'à partir du moment où elle est dans l'indistinction, perdre sa fille, ça revient à perdre elle-même. Mais effectivement, c'est ce qui effectivement la hante. Alors, elle se retrouve sur place, dans le même contexte, mais avec une personne supplémentaire, sa nouvelle collègue de travail, qu'elle connaît peu, qui aurait dû ce soir-là les rejoindre pour assister au feu d'artifice du 14 juillet, mais qui a eu un empêchement, et ça lui a en quelque sorte sauvé la vie, dit-elle à cette collègue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue. Mais elle se trouve là dans le cauchemar. En plus de cette personne rajoutée, cette fois-ci sa fille crie et lui tend la main en l'attirant, ce qui fait basculer sa fille et tomber sous les roues du camion. Elle est écrasée et tirée au loin et la collègue disparaît. Madame D sort de ce cauchemar en hurlant de toutes ses forces, le cœur tachycarde. Alors, je vous laisse méditer sur ce deuxième cauchemar, si vous voulez, on en parlera après. Ce cauchemar va renforcer de nouveau les défenses caractérielles, déjà fortement renforcées par la répétition obsédante, l'assiégeant au quotidien. Elles vont renforcer le besoin de maîtrise. On peut retrouver l'histoire de Jamais, là. Le besoin de comprendre, cette impossibilité d'exprimer l'impensable avec la culpabilité de ne pas y parvenir. Elle dira, c'est peut-être ces horaires qui prennent le dessus que j'accepte plus sans doute. C'est peut-être que mon cerveau qui bloque. Je ne sais pas, puisque je ne peux pas mettre des mots là-dessus. Ça me fatigue à un point. Pourquoi il y en a qui arrivent et d'autres pas? Je me traite de conne parfois. Les images me font peur, alors mon cerveau les évite, car les mots ne sortent pas. À part le petit garçon que je retiens, les autres, je les vois, et ça bloque, c'est insoutenable. Ce refoulement de l'affect la prive de nommer. Et ne pas nommer, c'est d'être privé de l'affect également. Cela la fait tourner en boucle. Elle revoit la scène sans cesse, dès que la moindre chose réveille le souvenir. Et même la réalité des faits, pourtant qui sont très fidèles à l'ordre des choses, lui paraît insensée. Elle voit des images qu'elle ne comprend pas, des instantanés qu'elle ne comprend pas. Cela n'a aucun sens, et elle ressasse sans cesse jusqu'aux limites du blocage, dit-elle. Quand je suis seule avec moi, je me remémore la scène, un camion de loin par exemple, et tout de suite je me revois sur la promenade des Anglais. Je revois la scène, je redéroule toute la scène, et je me dis voilà, tu es là, tu as envie, et impossible de penser même à autre chose. Ça me mine, ça m'énerve. Comment ne plus penser à ça? Je voudrais arriver à ne plus penser. J'y arrive pas. Et hop, je reviens dessus. Dès que je me retrouve seul, ou à rien faire, la scène se déroule jusqu'à ce que je retrouve ma fille. Mais au-delà, ça bloque. J'ai vu des horreurs, c'est peut-être ça mon cerveau bloqué. Je sais que c'est là que ça coince. Il faut que j'arrive à mettre des mots là-dessus. Il va sans dire que ces ruminations obsédantes se déroulent avec un affect neutre et une représentation vide de sens, tant au plan du discours que dans son contenu. Elle dira « Je raconte parfois aux gens que je connais mon histoire. J'arrive à en parler comme si ce n'était pas moi, qui l'ai vécu, sans que cela me touche. Voilà, je suis détaché, sans émotion, comme si je racontais une histoire. Je sais que ça m'est arrivé, mais je raconte ça avec détachement, comme si ce n'était pas moi. » De nouveau, après une période passée sans souvenir des cauchemars, mais avec beaucoup de gémissements nocturnes attestés par son partenaire, Madame D va produire une suite à son cauchemar, révélant ainsi des images restées sous le coup de l'amnésie, des images bloquées dont elle n'osait pas se souvenir, des images intolérables qui maintenant apparaissent au-delà du blocage habituel. Voici la troisième modification du cauchemar. Je suis avec ma fille sur la promenade. Tout le début est habituel. Je vois le camion, je tombe, je perds connaissance. Mais cette fois-ci, ça dure plus longtemps. J'ouvre les yeux et cette fois-ci, ce qui a changé, c'est que je suis allé plus loin dans mon cauchemar. Je vois ma fille, je vois deux enfants, le petit garçon, et je vois un autre petit garçon mort derrière ma fille. Et là, je vois toutes les personnes par terre. Je vois le petit garçon debout en sang, et là, à mon grand étonnement, elle craque et elle se met à pleurer,
et elle va continuer ce discours en pleurant. Je vois une dame plus loin qui était couchée sur le côté. Elle avait un creux au milieu du corps, comme s'il lui manquait une hanche. Et là, par contre, dans ce cauchemar, c'est comme si elle n'a pas existé. Le premier visage que je vois, c'est le petit garçon au début. Je vois ma fille au début, et après, c'est comme si elle sort de mon rêve. Je vois tout ce qu'il y a autour. Incroyable, hein, comme si, au fond, cette amnésie, hop, libérée, elle retrouve exactement les images qu'elle a vues, mais qu'elle n'arrivait jamais à parler, qu'elle n'a jamais à raconter, de ces cauchemars supprimés. Mais c'est comme si, au fond, on avait levé quelque chose et il y a une ouverture comme ça de l'espace de représentation dans le cauchemar, où l'absence de sa fille, d'ailleurs, parce que la fille va disparaître, laisse place à un retour d'images refoulées, issues du réel, hein, et pour lesquelles Madame D va préciser que ce n'est pas tant l'événement ou la scène qu'elle avait oubliée, parce que je dis, est-ce que ces choses-là, vous les aviez définitivement oubliées? Est-ce que, au fond, quand vous avez retrouvé ça dans le cauchemar, c'est un souvenir, comme si tout d'un coup vous vous souvenez? Elle dit, non, non, je savais qu'il y avait ces images, mais c'était l'impossibilité de confronter ces images qui ont aussitôt, je dirais, déclenché ces larmes, hein, sans retenue qu'elle a pu, effectivement, au cours de ces séances, je dirais, produire. Alors c'est là où on peut se demander si cette tentative ou ce début de résolution du trauma, est-ce que ça passe par une histoire de décharge, comme le dit Freud, ou est-ce que c'est une simple narration qui est subjectivée à l'aide d'éprouvés, c'est-à-dire à l'aide de ses émotions? Le lien au fur et à mesure entre affect et représentation va s'établir pour mener la patiente vers une histoire en lien avec sa mémoire. Alors Freud nous disait en 1895, c'est de réminiscence surtout que souffre le névrosé. Alors il dit, je me suis demandé pourquoi je suis allé plus loin habituellement. C'est mon cri qui me réveille. Et là non, j'ai fait ce cauchemar bizarrement. J'avais comme un poids en moins. Pas soulagé, mais presque. J'ai fait un pas de plus, peut-être. C'est cela qui me soulage. Je me suis senti vidé le matin, avec un poids en moins, en me disant « Bon, t'es allé plus loin. » C'est compliqué à expliquer depuis que j'ai fait ce cauchemar. Je sais que maintenant, je peux mettre des mots sur ces images, mais j'ai peur en même temps. Pendant plusieurs semaines, Madame D aura le sentiment que son fonctionnement a trouvé un répit. Les ruminations obsédantes sont largement remplacées par un nouvel intérêt pour le travail, débarrassée de toute anxiété, retrouvant ainsi son fonctionnement hyperactif. De plus, sa fille se porte de mieux en mieux. C'est avec la 4e transformation du cauchemar qu'on va clore cette courte observation et qu'on va en parler si vous voulez. Alors, pour situer le contexte de ce 4e cauchemar, Madame D rapporte en premier lieu, avant de raconter le cauchemar, une angoisse de la semaine. C'est une angoisse de séparation avec sa fille, qui doit effectuer un petit voyage pour quelques jours, et elle va effectivement considérer que peut-être le départ de sa fille qui va s'absenter, qui va aller à Paris, passer quelques jours, c'est ça qui a peut-être provoqué le cauchemar qu'elle va raconter. En fait, j'ai rêvé que j'accouchais, j'avais un bébé et on me l'a volé, il disparaissait. En fait, mais rien à voir avec ma fille, hein. C'était mon bébé, c'était pas ma fille. Je le cherchais partout. C'était un vol, impossible de le retrouver, on cherchait partout. Bizarrement, ce bébé avait 3-4 mois, c'était pas un nouveau-né. Alors, on peut dire effectivement que la naissance comme la mort, c'est toujours dérobé, enfin, ça a toujours été dérobé, la naissance comme la mort. Alors la mort, pourquoi? Parce que Madame D est représentée par sa fille, avec laquelle elle forme un double indissociable, et qui, soumis à la séparation, va se heurter à une impasse, donc impossible, parce que perdre l'autre, ça revient à se perdre, donc c'est la mort de l'autre qui est importante, c'est pas sa propre mort. Et la naissance, la vie avec la naissance volée dans ce rêve, qui va encourager davantage, je dirais, le processus onirothérapeutique à poursuivre pour effectivement comprendre et révéler l'impasse d'origine propre à l'allergique, exprimant par là toute la difficulté d'être soi. Hein, c'est-à-dire, au fond,
il y a une impasse, je dirais, propre à ce fonctionnement, et en même temps, effectivement, ce traumatisme n'a fait que, évidemment, réactualiser et comme des impasses circulaires, comme si, au fond, de façon concentrée, qu'une impasse renferme une autre impasse. Un dernier rêve, mais cette fois-ci, c'est un rêve, c'est pas un cauchemar, et qui se passe dans la même nuit que celui-ci, et je terminerai là-dessus. C'est, au fond, un rêve qui révèle une pelade généralisée, c'est-à-dire, au fond, elle pèle de tout son corps, comme si elle avait pris un coup de soleil. Un état de... Je lui fais dire, d'ailleurs, je sais quoi, c'est un état de changement de peau. Alors, cette vignette clinique, elle a l'avantage de nous montrer que l'affect est médiatisé par le langage, que ce n'est pas une quantité d'excitation pulsionnelle libidinale, et que grâce à la projection, effectivement, qui sous-tend le langage ne saurait exister sans affect, et l'affect ne saurait exister sans le langage. Si jamais il pouvait exister sans le langage, c'est que l'affect est neutralisé, cela devient la langue littérale, la langue du banal, c'est la privation d'une capacité projective, et c'est ce qui fait également le trauma dans le traumatisme. C'est cette absence de capacité projective, c'est-à-dire cette impossibilité d'avoir l'affect comme possibilité d'expression. Voilà, je vous remercie. Et on peut passer aux questions si vous voulez. Ce qui introduit d'ailleurs le séminaire de l'an prochain qui portera sur l'affect. Je vous laisse bien digérer tout ça. Ça s'est étalé sur combien de temps ? Très peu de temps. Très peu de temps. C'est une personne que je dois suivre depuis peut-être 7 mois. C'est des cauchemars dans l'ordre, il n'y a rien d'autre. Alors à part les cauchemars qui étaient répétitifs, toujours identiques, et tout d'un coup, elle s'est mise au bout de parce qu'elle faisait ça un par soir. Est-ce que c'est possible que ce soit toujours identique, ou bien c'est le patient qui est dans l'identique, qui voit son rêve comme identique, mais est-ce qu'on peut vraiment faire du rêve identique ? Je lui demandais chaque fois de me raconter les rêves comme un film, c'est-à-dire détail. D'abord, au départ, comme je pratiquais cette espèce de débriefing, c'est important effectivement que les personnes racontent. Voilà. Alors, le rêve ne peut pas être identique au précédent. On le raconte comme identique, voilà. on pense qu'il est identique. Oui, mais c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Voilà. Alors, un cauchemar, pour elle, voilà, comme elle le raconte ici, c'est-à-dire c'est toujours ces mêmes scènes, ces rêves où elle va hurler parce que sa fille a disparu, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'était le cauchemar répétitif ? C'est le fait que, il y a le cataclysme, et c'est surtout où est ma fille. Et c'est ça qui est le cauchemar. Et donc, à ce moment-là, le cauchemar s'arrête. Il ne dure pas très longtemps d'ailleurs. Oui, le scénario est le même, mais le détail, le déroulé et la façon dont elle le raconte, moi il me semble que justement le thérapeute peut saisir une petite différence, aider le patient à... Oui, mais là, ça valait pas le coup parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était ça. C'était ce qu'elle raconte, c'est-à-dire exactement ça. Et il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, ça tient sur 4 lignes. Forcément, en le racontant plusieurs fois, elle introduit la différence même à son insu. Oui, ça c'est l'histoire du débriefing, le téléphone arabe, c'est-à-dire à force de dire, on modifie. Mais dans son cas, le cauchemar était sidérant, c'est-à-dire répétitif, comme les ruminations d'ailleurs. Les ruminations qu'elle peut avoir étaient obsédantes, étaient des répétitions telles quelles. Chaque fois qu'elle passait devant la rue un tel, hop, elle avait le réveil. Quand elle passait de l'autre côté, non. Alors qu'est-ce que c'est le réveil ? Toujours pareil. Je revois, j'ai peur de revoir, enfin elle expliquait ça comme ça. Bon, enfin, c'est un cauchemar en tout cas qui se répétait puisque toutes les nuits elle hurlait, etc. Après, à l'intérieur du cauchemar, sans doute qu'il y a des choses qui changent, mais les choses qui manifestement changeaient, et voilà, quand elle les a repérées, elle les repérait, elle était vraiment
enfin, on voit qu'elle avait compris qu'il fallait que quelque chose se modifie, quoi, ou que ces cauchemars disparaissent, ou que ces cauchemars se transforment. Oui, de toute façon, la relation avec toi, forcément, introduit des différences. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle lutte contre la différence ou pas, cette différence, elle vient par elle-même, elle est là. Ouais. Tout comme peut-être le rêve de l'accouchement, ça peut être aussi par rapport à toi. C'est-à-dire qu'elle naît de toi. Quelque chose comme ça, et que ça puisse renvoyer à une première expérience de sa propre naissance, avec une interruption, avec quelque chose qui ne s'est pas établi de la relation avec sa mère. Oui, oui. Moi, j'ai été plus loin. Je pensais que la naissance, c'est la naissance du rêve. Et on oublie le cauchemar. C'est-à-dire, quand elle rêve du bébé, il y a quelque chose d'elle qui existe, qui n'a jamais existé, parce que ce n'est pas quelqu'un qui se souvenait de ses rêves auparavant, facilement. Enfin, qui n'a jamais eu d'intérêt pour ses rêves. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui a affaire qu'au cauchemar. Et enfin, le cauchemar cesse, et enfin, le rêve va pointer. Puisqu'après, on voit avec la pelade, effectivement, qu'il y a quelque chose aussi là du renouveau, en quelque sorte. Donc le renouveau, c'est le renouveau psychique. C'est-à-dire, c'est l'annonce que maintenant on va rêver. Et oui, c'est vrai en plus, parce que depuis, elle fait des rêves. Alors, elle fait des rêves complexes, qui sont en rapport toujours avec la question de cette identité énigmatique, la sienne, sans le savoir d'ailleurs. Mais c'est des rêves, c'est plus des cauchemars. Oui ? J'ai pas très compris la personnalité allergique en lien avec la relation avec autrui. J'ai pas très bien compris la nuance en fait. Oui, ce que je disais, c'est que l'allergique, il a, je dirais, cette capacité projective à transformer l'autre en image de soi. C'est-à-dire, c'est l'image de soi, c'est-à-dire au fond, à partir du moment où je vous vois, objectivement, si vous êtes là, je suis là. C'est propre de tout homme de faire ça, non ? Oui, mais il va donner une importance considérable parce qu'il va développer, je lui dis, des mécanismes spécifiques qui vont toujours avoir lieu. C'est-à-dire que l'allergique est à l'abri de l'allergie s'il a cette capacité projective. Parce que son impasse, c'est d'être et ne pas être en même temps. C'est de ne pas avoir la possibilité de s'auto-reconnaître. Exactement comme son système immunitaire. Alors, est-ce que l'un fait l'autre ou est-ce que l'autre fait l'un ? Mais en tout cas, les deux posent le même problème en termes de relation. Que ce soit la relation biologique ou que ce soit la relation interhumaine. Donc, ce qui veut dire effectivement que sur le plan immunitaire, on peut s'apercevoir effectivement qu'il y a là une réaction excessive d'anticorps face à quelque chose qui n'a aucune raison d'être, simplement parce que quelque chose d'étranger est resté dans l'organisme. Mais en principe, le système immunitaire, il sait reconnaître ce qui est négatif ou positif pour l'organisme. Donc il ne se dérange que s'il y a danger pour l'organisme. Or, la poussière, le chat, tout ce que vous voulez, pour manger des tonnes, ça ne va jamais rien faire. L'allergique, oui. Il ne va pas supporter ce qui est étranger. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a des difficultés à reconnaître déjà lui-même. Alors, cette relation très particulière de l'allergique, elle pose la question du visage chez l'allergique. C'est intéressant parce qu'on peut redire des choses qu'on a déjà dites ici. Vous savez que Spitz, et Sami Ali aussi a beaucoup travaillé là-dessus. Et Spitz, il avait fait l'expérience suivante. C'est-à-dire que vous savez qu'à 8 mois, il existe la peur de l'étranger. C'est un organisateur psychique qui reste plus ou moins universel. Il s'est aperçu de quoi, Spitz ? C'est qu'au fond, les enfants allergiques n'ont pas la peur de l'étranger. C'est-à-dire ces enfants qui vont dans les bras de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement dans la peur de l'étranger ? C'est la prise de conscience qu'effectivement on ne coïncide plus avec la mère, parce que quand on voit l'étranger, on comprend que l'étranger est différent de la mère, donc on suppose à un moment que finalement on doit être différent de la mère. Mais qui sommes-nous ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc il y a cette espèce de vide et d'angoisse que l'enfant va exprimer. Mais il va être confronté à la différence de visage. Pourquoi ? Parce que le bébé, il a le visage de la mère d'abord, avant de confronter effectivement cet organisateur psychique qui
tient compte de la maturation neuropsychologique et de l'évolution, et qui va faire à un moment, il va avoir son cerveau qui est capable d'avoir une discrimination particulière, et ça effectivement, c'est le cerveau en miroir, puis le cerveau différenciateur que les neurologues sont d'accord de nous enseigner en quelque sorte. Alors, c'est cette différenciation qui n'existe pas chez l'allergique. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui fait le bébé allergique? Comme il n'est pas sauvage, il va dans les bras de tout le monde. Ça veut dire tout le monde est le même. Il ne fait pas de différence. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'histoire elle est même plus compliquée que ça, parce qu'au départ, on croyait que c'était des angoisses de séparation. Donc, on mettait l'étranger, la mère et le bébé. Et puis, la mère s'en allait, et puis le bébé, face à l'étranger, criait. Mais après, on a refait l'expérience. Quand on met la mère à côté de l'étranger, le bébé il crie encore plus. Donc, ce n'est pas du tout la séparation. C'est cette capacité de différencier. Alors, c'est cette différence que l'allergique ne possède pas. Donc, l'allergique, il va s'arranger pour que jamais il soit confronté à la différence. Il faut que toujours l'autre soit une image de lui-même, de manière à être dans le deux font un. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin, concernant le stade du miroir pour les personnalités allergiques, ça se passe comment? Le stade du miroir, c'est un faux problème. Puisque le miroir, il existe d'abord d'emblée, c'est-à-dire au fond, le bébé, il a le visage qu'il voit. Il n'est pas capable. Donc le miroir, il est là. Le miroir, c'est le contraire, c'est-à-dire il sort du miroir, dans le vrai miroir. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il a la capacité de comprendre effectivement qu'il a une image. Mais ce n'est pas à travers le miroir qu'il le comprend. Le miroir, c'est de là d'où il vient. Il est tout le temps dans le miroir, le bébé. Il est dans le miroir de la mère, comme la mère est dans le miroir avec le bébé. C'est ça la circularité affective. Quand le bébé fait A, la maman, la mère, elle fait A. Elle fait la même chose que lui. Elle lui renvoie ses expressions. Voilà, s'il fait areux, la mère, elle va dire areux, mon bébé. Voilà, c'est tout comme ça. Donc ce double est absolument indispensable, puisque nous sommes tributaires de l'autre pendant un certain temps, hein, et de la mère, donc, ou de ce qui fait au fils de mère. Enfin, il faut voir l'allergique comme ça, oui. Pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure, vous avez dit que votre patiente, elle avait dit elle me fait des crises en parlant de sa fille, en fait. Et du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle subit non seulement ses propres cauchemars, mais aussi les crises de sa fille? Et est-ce que du coup, en fait, pour qu'elle aille mieux, il faudrait que sa fille aille mieux aussi? Tout à fait. Tout à fait. Et la fille a un suivi aussi? Tout à fait. La fille a un suivi. Voilà. Alors la fille, cette histoire de l'hypothymie, c'est-à-dire la fille a commencé le suivi en même temps qu'elle. Autant la fille était très contente de son suivi, autant la mère, elle n'arrivait pas tellement à s'en sortir. Donc elle avait des antidépresseurs, elle voyait la personne une fois par mois, c'est pas suffisant, elle verbalisait rien du tout, etc. Quand la mère a commencé à entreprendre cette psychothérapie, alors la fille, bien plus tard, elle a commencé, elle a présenté, je dirais, des symptômes, mais très longtemps, comme je le dis, très longtemps après le traumatisme. Et donc ça, effectivement, ça a complètement paniqué la mère, ce qui veut dire effectivement que les cauchemars se sont arrêtés, et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire le cauchemar, il ne s'est pas passé dans la vie nocturne, il s'est passé dans la vie diurne. Mais c'est ça en fait le cauchemar, c'est-à-dire le cauchemar, c'est que le cauchemar va créer un traumatisme qui va influencer la réalité et qui va faire que souvent la réalité elle-même, elle va devenir cauchemardesque. Mais il va reprendre effectivement les choses comme dans la réalité. C'est-à-dire, le cauchemar est né de la réalité, revient à la réalité, et c'est quelque chose où effectivement on est pris dans quelque chose comme ça qui s'auto-entretient. Alors c'est vrai, souvent on peut trouver le cauchemar de nuit, il va être dans le cauchemar de la journée. Alors c'était son cauchemar, cette fille et en même temps ça répondait, elle s'évanouit, elle disparaît. Donc c'est retrouver effectivement son cauchemar, puisque son cauchemar c'est où est ma fille. Donc quand elle porte connaissance de la fille, c'est comme si elle vit ça en live, quoi. Donc c'est ça, c'est cette espèce de double entre la mère et la fille. Voilà. Alors effectivement, c'est un cas spécifique, mais tous les cas le sont. Alors j'ai choisi celui-ci, d'abord parce qu'il est assez simple, et en même temps parce qu'il montre effectivement comment, je dirais, le travail du rêve opère précisément. C'est-à-dire qu'utiliser le rêve en termes thérapeutiques, ça reste fondamental.
C'est pas que pour comprendre l'inconscient, le rêve. C'est aussi thérapeutique. Voilà. C'est-à-dire l'histoire de rêve, c'est la voie royale. Oui, mais selon Freud, pour un inconscient conceptuel, encore plus complexe que le rêve, c'est la voie royale. Voilà. Alors qu'ici, peut-être, on va donner au rêve la fonction de l'inconscient. Enfin, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la théorie samianienne, elle est très réaliste, elle fait avec la réalité du sujet. On fait avec ce qui existe, on ne fait pas avec des concepts. La relation, ça existe. Le rêve, ça existe. La relation avec le rêve, ça existe. L'imaginaire, ça existe. Ça se parle, ça s'entend. C'est pas conceptuel comme la pulsion ou la libido. Hein. Vous voyez, c'est différent. Tout en considérant qu'il y a quelque chose autour de l'énergie, effectivement, de quelque chose de pulsionnel aussi, mais auquel on ne peut pas réduire, je dirais, le psychique qu'à ça. Il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, mais on peut aller plus loin avec la relation. Oui. Et par rapport au dispositif, elle était allongée ou en face à face ? Face à face. Et est-ce que là, il n'y a pas le risque aussi, pour un thérapeute, du coup, de se faire phagocyter par la projection d'une personnalité ? Oui, c'est un peu le but du jeu. C'est un peu le but du jeu, c'est-à-dire... C'est justement de proposer une personnalité énergique, justement, face à face comme ça, sachant qu'elle va moins partir d'elle-même. Oui, mais il faut travailler. Oui, non, mais c'est le but du jeu, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de permettre déjà à la personne de retrouver cette indistinction, et puis petit à petit d'apprendre à la personne à se différencier. Mais il faut partir de là. Par contre, si d'emblée vous fonctionnez comme un psychanalyste, la personne ne revient pas ni le lendemain ni le surlendemain, parce que ce contact, c'est indigeste. Donc il lui faut retrouver cette indistinction, c'est ce qui va la rassurer, et à partir de là, on va pouvoir petit à petit introduire la différenciation, à partir de son propre matériel. Du coup, si vous étiez en face à face, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi pour ça qu'au début, quand elle vous racontait vos rêves, elle ne se laissait pas aller à l'émotion, puisque vous-même, peut-être, vous étiez dans la transparence, et du coup, comme Vous pouvez parler un peu plus fort ? Allez-y, c'est intéressant ce que vous dites, mais vous pouvez parler plus fort, comme ça déjà tout le monde vous entend. Comme vous étiez en face à face, Oui. fait, et du coup, vous avez une certaine transparence peut-être quand elle racontait ce qu'elle avait vécu. Qu'est-ce que vous appelez transparence ? Vous ne laissiez pas parler de vos émotions, en fait. Vous étiez... Pardon ? C'est parce que je... pas transparaître vos émotions, en fait. C'est-à-dire que vous restiez neutre. C'est possible. Non, c'est possible que je transparaisse. Non, je ne suis pas dans la neutralité. Oui, c'est justement ça. C'est une prise en charge où la relation a quand même sa place. Alors évidemment, il ne s'agit pas de parler de soi, ou il ne s'agit pas effectivement de réagir avec soi-même, mais il s'agit d'être quand même, je dirais, en lien avec le patient et avec ce qu'il propose, ce qu'il écoute, ce qu'il ressent. Alors, évidemment, si elle se met à pleurer, je ne vais pas faire comme ça. Hein. Bon, voilà. Même le psychanalyste. Hein. Voilà. Donc il est bien entendu que de toute façon, voilà, vous faites aussi avec ce que vous êtes. Mais dans la relation, vous êtes obligé quelque part de vous impliquer. Mais pour moi, s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de thérapeutique. Et donc vous êtes obligé de dire au patient certaines choses, même des fois quand il vous énerve, même quand il ne comprend pas, même quand ça vous met en colère. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Voilà, donc ça veut dire effectivement, je suis là aussi. Voilà. Alors je lui laisse la place et je lui laisse aussi ses capacités de projeter, de transférer, etc. Tout ça, c'est aussi possible. C'est-à-dire, la neutralité, c'est une notion très complexe qu'on ne peut pas tellement saisir, parce que neutralité bienveillante, ça peut être malveillant, hein, c'est où est le seuil, hein, la neutralité, qu'est-ce que c'est la neutralité? Donc, à mon avis, ça c'est... Enfin, par les lacaniens qui sont véritablement dans cette espèce d'asepsie du cabinet, comme la chirurgie, hein, en fait, hein. Sinon, jamais les Freudiens, enfin, ou Freud lui-même, il n'était jamais dans la neutralité, ou même d'autres. Ou il n'y a qu'à voir les écrits et les observations. Hein. C'est relatif. Neutralité, ça veut dire effectivement, il ne s'agit pas d'envahir le patient avec ses propres problèmes. Voilà. Donc, être à l'écoute, recevoir, mais aussi réagir, je dirais, face à la joie, face à l'horreur. C'est ce qui est humain, enfin, c'est ce qui est vrai. Alors bon, on n'est
pas dans un laboratoire, vous voyez ce que je veux dire? Non. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. Oui? Selon vous, est-ce que ça paraît intéressant de couper la thérapie avec une TCC après ou pas du tout? Avec une TCC. TCC, c'est le contraire de l'imaginaire. C'est-à-dire, TCC, c'est... Bon, alors c'est le contraire. Non. Il faut donner la possibilité à la personne, effectivement, d'être en lien avec ses propres rêves. C'est-à-dire, au fond, de s'apercevoir qu'il a une activité personnelle et qu'il y a une dimension très intime et très subjective chez lui qui n'appartient qu'à lui. Les rêves, c'est ce qui fait qu'on est chacun différent, parce qu'on n'a jamais les mêmes rêves. À part certains rêves qu'on dit universels, comme, je dirais, voilà, certaines choses. Mais en général, l'unicité de l'individu, elle est à travers l'imaginaire. Sinon, on a tous les mêmes besoins physiologiques, on a tous, je dirais, voilà, un nez, des yeux, des oreilles. Voilà. Ce qui fait notre particularité ou ce qui fait notre unicité, c'est notre vie imaginaire, notre vie fantasmatique, c'est-à-dire nos rêves. Donc TCC, non. Enfin, oui. D'où peut-être le problème aussi de prise en charge avec le MDR, qui ont été tout de suite, on va dire, imposés à ces gens-là, où au final, on part pas de soi-même, et au final, on vient effacer, quelque part, on vient remplacer que l'affect qu'il pouvait y avoir par d'autres images, en fait. Oui. Donc ça peut provoquer aussi peut-être des gros dégâts derrière. Oui. Alors, effectivement, c'est entre deux, parce que moi, je pense que toutes ces histoires de MDR, de conscience éveillée, de mind, machin, etc., d'hypnose, tout ça, c'est l'imaginaire. C'est créer de l'imaginaire. La méditation, c'est pouvoir, je dirais, avoir la possibilité de créer un imaginaire. Tout ça, c'est l'imaginaire. Voilà. Donc, toutes les thérapies qui vont véhiculer l'imaginaire sont positives, mais à condition, effectivement, de mettre l'imaginaire face à une réalité, et une réalité face à l'imaginaire, c'est-à-dire de ne pas couper le lien entre les deux, et de comprendre que l'un fait l'autre et l'autre fait l'un. Alors, effectivement, c'est ça qui est important. Parce que si on fait que l'imaginaire, parce que c'est un peu ça aussi, la psychanalyse, enfin, c'était ça le traitement de la psychanalyse des hystéries. Les hystéries, ça veut dire qu'ils sont perdus dans l'imaginaire. D'accord? Il y a trop d'imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'était le psychanalyste? C'est celui qui disait, voilà, il ne faut pas confondre l'imaginaire et la réalité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre du contraire, c'est-à-dire on n'a pas d'imaginaire. Et alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'au fond, je reviens à mon titre, l'histoire de la nouvelle traumatica. C'est intéressant, parce que je n'ai pas voulu dire nouvelle traumatica en faisant allusion à la traumatica freudienne qui nous renvoie au sexuel, ou à, effectivement, je dirais, cette vision sami-alienne qui au fond, interpelle la question de l'imaginaire et la capacité d'étayage et de transformation, parce que c'est le rêve qui transforme les choses. Vous voyez ? Et il n'y a pas de coupure entre le rêve et la réalité, parce que le rêve influence la réalité, comme la réalité influence le rêve. Donc c'est un état de métamorphose. Et il n'y a que le rêve qui a ce pouvoir de métamorphoser. Donc, il ne faut pas croire non plus que le rêve, il n'est que dans la vie nocturne. Il est là maintenant également, en partie. Voilà. Alors il y a toujours projection et perception. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça ouvre toute la question de l'affect l'an prochain. Et l'affect, c'est ça, c'est cette oscillation entre projection et perception. Hein, c'est ça qui est important. Donc l'affect, c'est ce qui donne un sens, je dirais, au monde, mais qui tient compte aussi de la perception. C'est-à-dire, c'est une projection. C'est-à-dire, au fond, c'est toujours cette idée d'accepter qu'on ne peut pas être objectif sans être subjectif, et on ne peut pas être subjectif sans être objectif. Donc, on est objectif et subjectif. Et on ne peut pas dissocier les deux choses. Donc, voilà, on est tous d'accord pour dire ça, c'est le téléphone. Mais un, il va dire, ah, mais moi, je préfère vie, parce que, bon, il va y mettre quelque chose de lui-même, etc., etc. Donc il y a toujours une part subjective dans l'objet auquel on a affaire ou à la personne à laquelle on rencontre. Donc il y a toujours une projection de soi. D'accord ? Alors, effectivement, l'affect est de cet ordre. Quand je dis si je suis gai, tout est gai, c'est ça. Si je suis triste, tout est triste. Voilà. C'est mon affect qui donne un sens au monde,
qui colore le monde. Alors c'est le langage qui véhicule effectivement cet affect, parce qu'on projette dans le langage quelque chose effectivement de cette émotion qui a de doubles racines, perception et projection. Et c'est vrai, l'émotion a une double racine, perception et projection. On a une représentation de l'émotion et on a une réaction physique de l'émotion. C'est-à-dire, voilà, je reconnais ma peur, l'objet me fait peur, et ma peur, je la reconnais grâce aussi à mon accélération cardiaque, à ma transpiration, tout ça, c'est en même temps. Oui, Hélène ? Oui, peut-être pour les TCC, de dire qu'il y a des gens qui vont être demandeurs de TCC, qui au contraire ne supporteront pas qu'on fasse appel à l'imaginaire, qui voudront être plus adaptés ou récupérer l'adaptation. Tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'il faut le savoir aussi. Oui. Il y a des personnes à qui il faut dire, bon, ben, allez faire le TCC, parce que ça, ils ne vont pas supporter qu'il y ait un appel à l'imaginaire. Tout à fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas défaire le refoulement et il vaut mieux pas prendre le risque de chercher à le défaire. Donc il y a des gens qui sont faits pour ces pratiques d'adaptation. Donc si vous insistez trop, vous les déstabilisez. Et ça, le patient, il le sait inconsciemment en général. Quand un patient me dit « Ah, moi je ne veux plus venir en thérapie ou je veux arrêter », je lui laisse cette possibilité. J'insiste pour lui dire « Non, vous avez fait quand même tout un travail, il faut continuer », enfin je l'encourage. Mais si je vois qu'il résiste, il le sait mieux que moi. Il faut respecter ça. Oui, il y a des gens qui sont faits que pour le TTC. Enfin, et surtout, le TTC, ça ne vient pas à n'importe quel moment de notre histoire. Voilà, c'est aussi en rapport avec ce qu'on nous demande constamment de fournir en termes d'adaptation continuelle. Donc, les Américains qui ont inventé le TTC, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont une société. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et avec des gens qui ne sont pas sensibles au TCC. Oui. Mais ce que je voulais dire aussi par nouvelle traumatique, tiens, ça me reprend parce que j'étais parti là-dessus, c'est qu'au fond, ces gens qui font les attentats comme ça, finalement, ils arrivent à créer cette espèce de banalisation de l'attentat en lui-même. Et ils arrivent à nous déposséder de cette capacité d'identification à l'agresseur. C'est-à-dire, il y a quelque chose, en tout cas, qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas s'identifier à celui qui égorge ou à celui qui met une bombe alors qu'il y a des enfants. Autant on pouvait s'identifier aux voleurs, aux braqueurs, je ne sais pas, n'importe quoi en fait, ou à la guerre, ou à ce qu'on veut, autant, effectivement, ce genre de personnage ou en tout cas de création comme ça mortifère, négative, on ne peut pas s'identifier à ça. Et donc ça, c'est aussi une des fonctions traumatiques parce que d'un côté, ça ne fait que renforcer la banalisation. Et effectivement, on banalise, parce qu'on voit hier en Allemagne, en New York, voilà, un attentat, ah oui, ok, bon, alors qu'est-ce que tu fais demain? Voilà, c'est banalisé. Et c'est banalisé parce que les auteurs sont comme ça aussi. Je ne crois pas à une folie, moi je crois à une froideur, c'est-à-dire à quelque chose aussi qui est dépourvu d'affect. Ces types-là qu'on voit, qui ont préparé la bombe, qui ont été, c'est des gens qui font ça avec un sang-froid incroyable. C'est vrai, c'est un contrôle émotionnel, mais extraordinaire. À part un ou deux, parfois, qui au dernier moment, comme l'autre qui est en prison, qui a jeté tout. Je pense que ça, c'est peut-être... Il n'a pas été suffisamment lavé le cerveau, vous voyez. Pour revenir à la distinction entre réel et imaginaire dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des casques de réalité virtuelle dans le MDR? Oui, c'est-à-dire les virtualisations, c'est-à-dire quand vous dites par exemple la personne qui va marcher sur un plafond de verre, voir le vide, oui, c'est de l'adaptation. Faut apprendre à maîtriser. C'est-à-dire effectivement, c'est une façon effectivement de prendre sur soi et je dirais de refouler massivement
et d'apprendre à se conformer à la situation. Alors c'est un conditionnement. C'est-à-dire, voilà, si je vous conditionne, mais en général, ces conditionnements, ils ne tiennent pas très longtemps. Ils tiennent un certain temps. Et souvent, ils tiennent tant que le thérapeute est là. C'est-à-dire, je vais vous faire traverser la rue, après vous allez traverser tout seul, après, vous voyez. Alors, effectivement, c'est un conditionnement. Ou alors les symptômes se déplacent. Ou les symptômes se déplacent. Souvent, les symptômes se déplacent d'ailleurs. Ouais. Voilà. Alors, c'est viser l'adaptation, la suradaptation. Vous voyez, c'est pas... C'est le contraire de la psychanalyse, si vous voulez. Voilà. Autant vous allez élaborer d'un côté, autant de l'autre, non. Deux et deux font quatre. Les terroristes, ils sont souvent drogués pour arriver à... Je ne sais pas ça, il n'y a jamais eu en tout cas de prise de sang. Remarque, ils sont déchiquetés, hein, mais on ne sait pas si on leur a fait des analyses. Oui. Oui, c'est pareil, hein, parce qu'au fond, vous savez, le drogué, il se drogue pour pouvoir faire la chose, hein, voilà, pour être le plus normal possible. Vous voyez, c'est... Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous dis peut-être à l'année prochaine.